Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi midi. Alors, une fois n'est pas coutume, on va faire une émission raccourcie puisque j'ai une réunion de travail juste après. Donc voilà. Bon, avec cette vue sur la plage, j'ai vu que Paris-Plage a ouvert, mais bon, ah oui, Minotaur, c'est pas tout à fait pareil. Donc je disais, on va faire assez vite aujourd'hui à midi parce que ben j'ai une course à faire à 13 h et ensuite j'ai une réunion de boulot hyper importante que je ne peux pas louper. Donc il faut que je me speed. Pour tout vous dire, j'ai même déjà mangé, j'ai anticipé tout ça, j'ai déjà mangé et tout. Donc bah, bon appétit si vous mangez, sinon bon café ou bonne eau si vous buvez de l'eau. Bah, sur ce, on va passer directement aux news. Les news, on en a pas 500, il y a juste des confirmations de trucs dont on a déjà parlé il y a un moment. Et la première, c'est Sonos AirPlay 2 est là. On avait dit que ça allait débarquer. Bah ça y est, ils ont mis à jour leurs produits. Donc si vous avez une Sonos One par exemple, qui est l'une des plus vendues de chez Sonos, bah, vous avez la possibilité d'accéder avec votre téléphone au multiroom sur AirPlay 2 directement. Petite mise à jour. À noter que la Sonos Beam là que vous voyez, hein, c'est vraiment une. Alors elle, pour le coup, elle me fait vraiment de l'œil. Mais c'est une barre de son qui dispose en plus d'Alexa et bientôt disposera de comment ça s'appelle de Google Assistant. Donc c'est plutôt cool. Là aussi avec une mise à jour. À noter que tout ça c'est réservé aux produits Sonos les plus récents. Pour l'instant Sonos avec Assistant ou Bargibel avec Google Assistant. Et ben il y aura les deux. Celle-là c'était la Sonos, hein, celle que j'ai montrée. Il y aura les deux chez Sonos. Tu pourras basculer d'un assistant à l'autre. Alors pour le moment, il n'y est pas encore, celui de Google. On se contente de l'équivalent de l'Amazon Echo, mais c'est déjà pas mal. À noter quand même donc que seuls les produits récents, donc Sonos One, la Play 5, la Beam, sont compatibles AirPlay 2. Je crois qu'il y en a une ou deux autres en plus, mais les plus anciens ne le sont pas. Sauf que, salut Dreliox. Sauf que il y a une petite particularité, c'est que si vous créez un groupe d'une pièce, hein, Sonos, un groupe d'enceintes dans une même pièce qui contient des modèles compatibles AirPlay 2 et d'autres non, eh bien ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'en gros, l'enceinte AirPlay 2 sera prioritaire, donc va recevoir le son et va le dispatcher aussi aux autres. Astuce. Vu qu'elles ne sont pas toutes compatibles, ben vous pouvez les rendre compatibles comme ça si vous avez un modèle récent dans la pièce, ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Si vous êtes équipé, il y a une petite mise à jour à faire et puis en avant quoi. Donc sachant qu'en plus AirPlay 2 est maintenant intégré depuis mardi sur la dernière version de macOS, pas la Mojave qui sort qu'en septembre, mais la version actuelle High Sierra qui elle a reçu la mise à jour mardi. Donc maintenant c'est bon, vous pouvez aussi faire du AirPlay 2 dessus. La suite, on va reparler de la TicWatch et en particulier la TicWatch Pro dont je vous avais déjà parlé. Ça y est, elle est dispo. J'en avais parlé au mois de mai. Eh bien ça y est, c'est fait. On connaît même le prix final, hein, 249 € sur Amazon. Elle existe en deux couleurs, argenté ou noir. Bon, elle a une particularité, c'est qu'elle peut tenir jusqu'à 30 jours en autonomie. Mais, vous allez voir, c'est une petite astuce de leur part qui est pas ouf. Salut Morganounet. Alors, voilà comment ça fonctionne. Vous avez un truc qu'ils ont appelé le Essential Mode. Donc en gros, vous avez un écran transparent, quartz, classique, enfin voilà. Salut Aki Jake. Et un Smart Mode qui est un écran OLED classique pour disposer des fonctions d'Android Wear. Donc là, par exemple, je vous la montre en version Essential Mode. Dans ce mode-là, si vous l'activez dès le départ, eh bien, vous avez vos 30 jours d'autonomie. Vous avez la fréquence cardiaque, nombre de pas, ce genre de trucs qui par contre fonctionnent toujours. Vous avez donc la version avec écran Wear, donc là qu'on voit entre les deux écrans, qui elle du coup va disposer eh bien, de tout ce que vous trouvez sur Wear OS, toutes les applis classiques et tout ça. Elle est assez grosse, hein, je vous cache pas, le fait d'avoir deux écrans, ça la rend assez grosse.
Et là, vous avez plus que 2 jours d'autonomie. Alors, c'est de la théorie. Moi, mon expérience TicWatch me fait dire que vous tiendrez une journée, pas plus. Et vous pouvez même avoir un mode mixte entre les deux, un peu un mode hybride, c'est-à-dire que quand vous utilisez pas trop la montre, elle passe en mode essential, plutôt que d'avoir le always on de Wear OS qui consomme pas mal. Et ça, c'est pourquoi pas. Quand vous avez des notifs ou autres, elle se réveille. Et là, vous pouvez tenir jusqu'à 5 jours, c'est ce qui est annoncé. Bon, why not? Il y a une pop-up en fait qui s'affiche quand vous avez un truc et vous passez sur Wear OS. Bref, faudra voir les premiers tests aussi. Et puis sinon, voilà, dedans, elle a un GPS, cardiofréquence-mètre, podomètre. Elle a toujours pas de NFC, mais c'est pas grave à la limite. Et elle a Google Assistant. Salut Prozine. Elle a Google Assistant, donc ça, bah voilà, comme il y a Wear OS, vous pouvez demander à Google tout ce que vous voulez. Et ça fonctionne. Donc voilà. Honnêtement, bon, allez, c'est une grosse montre. Ça, je vous l'accorde. C'est une montre qui est plutôt fat. Elle a l'air pas mal finie. Même si là, c'est du plastique noir, hein, on le voit direct sur la partie basse de la montre. C'est du plastique. Moi, je vous montre que la version argentée, elle existe qu'en noir. Très content de la paste. Alors, c'est quoi la différence avec la Stratos? Eh bien, là, on a du Wear OS, si c'est vraiment ce que tu cherches. Après, ouais, c'est pas la même montre, hein, honnêtement. Tu vas utiliser les applis Wear OS. Là, avec la montre Xiaomi, donc la Stratos ou la Pace, tu te retrouves avec les applis Xiaomi qui sont bien faites, hein. Très honnêtement, je suis très surpris. Mais qui synchronisent avec Strava, par exemple. Donc là, moi, j'ai pris un compte premium Strava pour avoir mes courses et tout ça. Et j'ai vu que Valérie avait couru hier et avait aussi du coup un compte Strava. Donc du coup, bah, voilà, vous avez le suivi Strava pour les courses et tout, c'est pas mal. Le défaut que je trouve par rapport à Wear OS, c'est que là aussi, en termes d'activité, on est très limité. C'est-à-dire qu'on se retrouve qu'avec du vélo, ou de la course, ou de la marche, enfin, ces activités-là d'intérieur ou d'extérieur, et, et le fait que, bah, par exemple, il n'y ait pas de genre de muscu ou de fitness ou ce genre de truc, quoi. C'est un peu chiant. Et je pense qu'une petite mise à jour logicielle suffirait à ça, hein. Avec le bon algorithme pour mesurer la... Ouais, voilà, pas de badminton, voilà. Alors que tu l'as t'as le foot, t'as le badminton sur Wear OS ou même sur l'Apple Watch, quoi. C'est eux qui révèlent les bases militaires. Et bah, tu fais bien d'en parler, Dreliox, on en parle juste après. D'ailleurs, Hydreliox, je sais pas si t'es Prime et si t'es sub chez nous ou pas, mais n'hésite pas si c'est un oubli à sub. Enfin, si tu le veux, quoi. Donc, bref, les grosses différences, c'est aussi le prix, hein. Là, on est sur 249 euros. Quand une Stratos, on la trouve aux alentours de 130. Donc voilà. Un peu flou. Ah, possible, la caméra. La caméra, et c'est peut-être floutisé. Parce que je l'ai réglé vite fait tout à l'heure. Tiens, pourquoi j'ai pas la config de la caméra qui s'ouvre? Je ne sais pas. Alors attendez. Ah ouais, elle est là. Ne bougez pas. Ah oui, complètement floutisé là. Hop. Là, là. Là, c'est beaucoup mieux d'un coup. Voilà. Donc voilà. La grosse différence, c'est le prix aussi, hein. La Pace, on la trouve entre 70 et 100 euros. Et elle est vraiment excellente. Enfin, ce sont des montres qui sont top. Et puis l'autonomie, quoi. Honnêtement, la Stratos, je la charge une fois par semaine. Là, je sais plus quand est-ce que je l'ai chargée pour la dernière fois. Il me reste 50% d'autonomie. J'ai dû la charger vendredi dernier, je pense. Je crois que c'était vendredi. Quand on arrive à oublier quand est-ce qu'on l'a chargée, si nous faisait une mise à jour Amazfit avec Synchro Fit et Spotify, ah ouais, alors là, laisse tomber. Ça serait ultime. Ultime. Mais bon, sinon ça marche bien. J'ai mis de la musique par exemple hier sur la montre de Valérie. Elle est partie courir avec son casque et il n'y a pas eu de souci. Ça a très bien fonctionné. Alors j'ai pas pris le temps de mettre ma zig dessus parce qu'il faut que les MP3, j'ai arrêté les MP3 depuis 2 ans. Ouais, je suis d'accord. Donc je suis d'accord, Prozine, c'est un peu chiant ça, mais bon, tu te fais une playlist course, tu vas chercher ces morceaux-là que tu ripes. Et puis et tu les mets sur ta montre et puis voilà quoi. Mais je t'avoue que ouais, Spotify serait vraiment cool sur la montre. Peut-être bientôt dans une mise à jour. Allez,
Un peu d'espoir du côté de chez Siri, puisque John Gianandrea donc, devient chef. J'allume le PC pour ça. Ok, merci Dreyox. Donc je disais, John Gianandrea devient chef de l'intelligence artificielle et du machine learning chez Apple. Alors voilà, c'est ce monsieur. Et il répond en fait directement à Tim Cook. Donc il est vraiment juste sous Tim Cook. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui quand même? C'est une pointure. Il bossait avant chez Google justement. Et puis voilà. Et du coup, on sent qu'Apple sait, hein, de toute façon, Apple sait que Siri est complètement con et qu'il faut faire quelque chose. On va voir si ce cher John va réussir à faire quelque chose pour Siri. En tout cas, il y a une vraie stratégie. Il a monté une vraie équipe. Et jusqu'à présent, il était sur Core ML chez Apple. Et là, maintenant, il devient responsable de l'IA et tout ça. Donc, on sent que ça va bouger dans les mois qui viennent. Peut-être en plus, ce qui est assez cool, c'est qu'il est probable qu'il était déjà responsable de l'IA et du machine learning chez Apple, mais ils ne l'ont pas dévoilé avant maintenant. Pour une raison simple, c'est que il y aura peut-être des annonces. Et sous Tim Cook, faut qu'il fasse. Oh, Prozine. Tu vas avoir des soucis. Mais en fait, il est probable qu'il soit déjà en poste depuis un moment. Mais ce qui se passe, c'est que souvent chez Apple, on fait les annonces comme ça avant les keynotes. Parce que là, maintenant, la prochaine keynote est dans 2 mois, quoi. Celle pour le prochain iPhone et sans doute pour les améliorations de Siri. Il est probable qu'ils aient déjà une nouvelle version de Siri sous le coude, faite par l'équipe de ce monsieur. Mais il officialise que maintenant, comme ça, on s'attend pas trop, on peut pas se dire, bah, d'ici 2 mois, il aura déjà fait des choses qui auront changé Siri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire de timing pour essayer de nous surprendre un peu et de surprendre un peu le marché. Donc, bon, voilà, à suivre dans les mois et les semaines qui viennent. Mais effectivement, il va peut-être y avoir du mouvement du côté de chez Siri et des assistants et du machine learning. Ça serait, moi, un truc dont je rêve, ça serait d'une installation domotique qui soit un peu proactive, qui apprenne un peu des habitudes, les horaires auxquels j'allume d'habitude mes lampes, ce genre de trucs et tout ça. Et qui sortent des schémas de tout ça et qui me proposent soit de l'analyse, soit carrément de faire d'anticiper certaines choses. C'est-à-dire que par exemple, s'il détecte que je suis présent dans une pièce, d'allumer la lumière à l'heure à laquelle j'ai l'habitude de l'allumer puisque je suis dans cette pièce, ou au moins me le demander. L'assistant dit, est-ce que vous voulez que j'allume la lumière? Et je lui dis non, oui. Mais voilà, ce genre de truc, un peu de proactivité, un peu d'intelligence là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans l'intelligence. Il se passe ça, tu déclenches ça, ça reste assez basique. Enfin, ça remplit certaines conditions et tu déclenches quelque chose. Ça manque un peu d'intelligence. Mais ça viendra sans doute. Et donc voilà, et des gens comme lui travaillent sur ça. Les thermostats ne font pas déjà l'anticipation. Oui, en Android Windows, ils le font. En général plutôt bien, sachant qu'en plus ils détectent ou pas la présence. Et ça marche pas trop mal. Donc voilà, mais c'est ce genre de truc en fait qui serait plutôt cool de voir apparaître. Là, je suis en train de regarder l'usage CPU de mon ordinateur parce que je suis en train de monitorer et de vérifier que tout fonctionne. Et en fait, je suis à 6% et le processeur est à 2,87 GHz versus les 4 auxquels il est normalement, le i7, et il utilise absolument rien du tout comme ressource. C'est absolument fantastique. C'est de la magie, ces optimisations. Enfin bref, voilà. Du coup plutôt cool de voir ce bonhomme débarquer chez Apple, en tout cas pour les aficionados de l'iPhone et de Siri. Le gros dossier. Gros dossier. On va parler de Magic Leap One. Tout le monde en parle depuis hier. Ils ont fait 3 sessions sur Twitch où ils allaient dévoiler enfin leurs lunettes de réalité augmentée. Alors, Magic Leap, c'est une boîte qui depuis 4 ans a énormément d'investisseurs qui mettent du pognon. Mais un pognon fou, un pognon de dingue, comme dirait Manu, si tu nous écoutes, qui mettent un pognon de dingue dans cette boîte sans savoir
sans savoir si c'est vrai, pas vrai, si le produit verra ou pas le jour. C'est un peu, c'est un peu bizarre, quoi. Enfin, honnêtement, c'est un peu chelou la façon dont cette société fonctionne. Enfin, à quoi ça pourrait faire penser? Ouais, il y a eu des équivalents, hein. Hmm. Ah, j'en ai plus qui vient en tête. Mais des trucs comme ça, des projets qui ont. Pas des projets, parce que là, pour le coup, c'est pas Kickstarter ou machin, c'est vraiment des boîtes. Mais bon, sur un speed, ouais, ça, mais je suis d'accord. Bon, allez, ils ont annoncé quand même la dispo cet été. D'un dev kit. Ah. Dispo donc avant la fin de l'été d'un dev kit. On sait pas grand chose sur le matos. Merci Dreyux. Contrairement à Magic Leap, je sais à quoi sert le sub. Merci à toi. Donc, on sait un petit peu ce qu'il y a dedans, puisqu'il y a pendant leur discussion sur Twitch, ils ont dévoilé que il y avait un Tegra X2 dedans, un truc un peu costaud, qui contient donc le CPU, un CPU 4 cœurs ARM A57. Salut Valguard. Il y a deux CPU Denver 2, un GPU Pascal avec 256 cœurs CUDA de chez Nvidia, bref. Compatible avec un système d'exploitation sous Linux 64 bits. Voilà. Il est capable de prendre en charge OpenGL, OpenGL ES 3.1 et Vulkan, ou Vulkan, qui permet d'optimiser gravement les performances et la consommation des appareils pour le traitement d'images 3D. C'est cool, ils ont relancé leur acteur de CD portable à la ceinture. Ouais, mais on va parler des images juste après. Bon, au départ, hein, les gens ont investi sur deux choses. Sur ça, ce monsieur et sa lentille avec un système révolutionnaire de déplacement de photons entre deux dalles de verre pour faire apparaître des choses. Et un prototype. Ouais, je sais, le prototype de début 2015, il était, comment dire, gros. Euh, donc ça, c'était un des premiers protos. Aujourd'hui, c'est censé ressembler à ça. Voilà. Donc là, on a une paire de lunettes qui ressemble à une paire de lunettes quasiment classique. Honnêtement, on dirait un peu le faucon dans Avengers. Je dis pas ça parce que le monsieur est noir, hein, mais il a une barbe, mais vraiment les lunettes, ça fait un peu ça. Ça fait un peu lunettes de pilote, machin. Mais en fait, ce truc-là n'a pas tout embarqué. On voit qu'il y a un petit câble à l'arrière de l'oreille. Puisqu'en fait, ce câble va... Bah là, il doit le passer sans doute dans son t-shirt ou je ne sais quoi. Va vers un espèce de Discman à la ceinture. Voilà, ça ressemble à ça. Un masque de super-héros, dit Valgor, ouais, c'est ça. Alors, le proto me fait penser au chapeau mexicain du mec qui dort à côté du saloon, mais steampunk. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, l'appareil en lui-même, voilà, c'est cette paire de lunettes avec ce truc que vous mettez à la ceinture. Évidemment, toute la partie calcul et tout ça est au niveau de la ceinture et pas dans les lunettes. Voilà, la grosse partie noire d'ailleurs a l'air d'être la batterie. Et vous avez aussi la manette qui est présente là, avec une espèce de gâchette. Alors de plus près, ça ressemble à ça. Et les lunettes, voilà, en grand, vous les avez là. C'est magnifique. Je veux dire que le cerveau est au niveau de la ceinture. C'est exactement ça, Minotaur. Comme ça chauffe, ça sort pas la tête, mais au niveau des... Ouais. Donc il y a 4 micros tout autour de l'appareil. Et vous avez des haut-parleurs aussi, pareil, qui vous donnent un son surround. Donc ça a l'air plutôt cool. Il faut noter quand même que l'entreprise a levé 1,9 milliard de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la somme que ça représente. Auprès de Google, Qualcomm, Tencent. Salut Google Assistant. Et aussi je crois de AT&T qui a un des derniers à avoir mis un peu de pognon dedans. Pour le moment, on n'a ni l'autonomie, ni
ni les applications qui tournent avec. Ils ont montré 2 pauvres démos de vidéos. C'est même pas du live. Ouais, des portées de calcul, c'est pas mal. Mais on ne sait finalement rien de ce produit-là. C'est peut-être de la merde. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Honnêtement, c'est... Je sais pas comment dire. Ils nous promettent en plus que dans ce petit truc qui est à la ceinture, on a la même puissance qu'un PC Alienware ou qu'un MacBook Pro, quoi. Alors après, ouais, le X2, il est top, machin et tout ça, mais je sais pas. Ça, ça sent quand même le bullshit à plein nez. Le gars quand même qui est derrière cette startup, c'est un ingé hein, qui avait aidé à concevoir des bras robotisés de chez Mako Surgical Corp, qui a vendu cette entreprise, 1,65 milliard de dollars, et qui a financé en gros les 4 premières années avec ça. Et en plus, donc, il y a eu les 1,9 milliards de levée de fonds. J'ai quand même l'impression que je sais pas. Ou alors, ils ont vraiment un super produit. Et les gens l'ont testé, les investisseurs l'ont testé et disent ok, donc c'est ce que vous avez fait est top. Ou alors c'est vraiment de la merde et ça va faire très mal. Hein. L'atterrissage va faire très très mal. Honnêtement, ce type de projet ambitieux comme ça, enfin ils seraient les premiers à le faire. S'ils sortaient un truc comme ça serait en gros les premiers à sortir un appareil de réalité augmentée qui est une paire de lunettes. D'ailleurs, leur étape suivante, c'est de dire on aimerait faire ça sous forme de lentilles pour les gens qui portent déjà des lunettes, en gros, coller les lentilles sur leurs propres lunettes. Enfin bon. Je sais pas pourquoi, mais ça sent honnêtement le bullshit, quoi. Nico Popier dit soit ils ont un super produit, une mauvaise équipe de communication, soit les investisseurs vont aller à Pôle emploi dans 6 mois. Ah oui, mais clair. Hein. Ils veulent pas lâcher, sinon l'investissement de départ aurait été fait à perte. C'est possible, c'est ça aussi, c'est possible Hydreliox, parce que les gens ils lâchaient tellement de pognon que maintenant ils leur disent bon écoutez, il faut vraiment sortir quelque chose pour au moins récupérer quelques billes quoi. Donc je sais pas trop. Moi après je me dis le dev kit sort avant la fin de l'été. Aujourd'hui il n'y a pas d'app, il n'y a rien, il n'y a pas d'écosystème. Enfin je veux dire, le gros souci avec ce type de produit, c'est que soit t'es Google et t'as Android. Oh putain. Pardon, mais je ne sais pas trop comment vous aider. Eh ben commence par te taire. Le micro est désactivé. Donc, soit en fait, des gens comme Google ont cette capacité à faire, parce qu'ils ont déjà Android, ils ont l'écosystème, ils ont tout ce genre de trucs. Ou alors même Apple, quand tu vois ce qui a été fait avec AirKit et tout ça, tu te dis, portez ça sur des lunettes, et c'est bon, ça fonctionne. Honnêtement, leur système fonctionne bien. Mais là, sincèrement, ça fait mal quand tu vois que finalement, ce sont des HoloLens sans l'écosystème. Alors que Microsoft a déjà des choses. Et que Microsoft bosse depuis un moment. Et leur DevKit est sorti maintenant il y a 2 ans. Et les gens développent des trucs dessus. Ça avance, quoi. Et une nouvelle version d'HoloLens qui sort dans un format comme ça, et il les tue, hein. C'est fini. Je n'ai pas compris. Bah, ferme ta gueule. L'apprentissage va en prendre un coup des assistants. Je vois mal un développeur s'investir dans un produit douteux d'une société bancale. Ouais, je suis d'accord. Sauf si Google ouvre la marche. Si Google ouvre la marche et dit, bah voilà, on va porter pas mal de nos services et tout ça dessus, pourquoi pas? Moi, j'ai un peu peur de ça. Après, effectivement, a priori, contrairement à HoloLens, le tracking est pas oufissime. On est plus proche de ce qui se fait sur un mobile. C'est-à-dire qu'en fait, t'as fini ta marche, mais t'as l'impression d'avoir été nager. Ok. On est plus proche de ce qu'on a aujourd'hui sur téléphone, finalement, que ce qu'on a dans HoloLens, avec le fait que tu vois, les objets soient cachés dans des éléments 3D, machin et tout ça. Alors que honnêtement, en termes de capteurs et tout, sur ces lunettes, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Quand vous regardez pour la détection 3D et tout. Le tracking a pas l'air dingue.
Et quand je vois qu'en plus Niantic a annoncé, a fait sa petite démo de Pikachu qui passe derrière les gens, machin, qui est masqué par les gens et tout ça, en réalité augmentée, je sais pas avec quoi ils l'ont fait d'ailleurs. Te dis que ces gens-là sont quand même un peu à la bourre. Et ouais, la vidéo fait peur, quoi. Honnêtement, la vidéo fait très très peur. Où on a une espèce de monstre qui, enfin, de bestiole qui te balance des rochers, un espèce de golem de pierre ou je sais pas quoi. C'est nul. Sincèrement, c'est complètement nul. Donc, voilà, je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'appareil. Honnêtement, quand on voit l'appareil comme ça, on se dit c'est cool, ça a l'air d'être un bon produit fini et tout. Merci, Choubi 1979. Quelque chose me dit que tu as à peine un an de plus que moi. Ou quelques mois. Honnêtement, je me dis, c'est pas mal. Bon, quand je vois ça, ça donne l'idée. Imaginez le truc. Oui, bonjour, je vais vous vendre un casque de réalité augmentée. Alors voilà, j'ai fait un prototype avec un carton, deux lentilles et j'ai mis une carte sur la tête, machin et tout ça. Et donc voilà, j'ai fait mon truc avec mon antenne Wi-Fi sur le côté et tout. Et les gars ont levé 1,9 milliard. Enfin, je veux dire, Nelliger, arrête ce que tu fais comme montage le samedi soir. Arrête ça. Colle une carte mère, tu mets deux fils qui dépassent d'un truc, machin et tout, et tu vas lever 1,9 milliard. C'est easy. Ça fait penser au casque téléphone de chérie, j'ai rétréci. Ah oui, mais c'est exactement ça. Honnêtement, fais ça. Tu fabriques un truc complètement bidon à partir de pièces de récup. Tu leur dis, bon, là, il marche pas parce que, je sais pas, il y a plus de batterie ou j'en sais rien, ou le proto a planté juste avant le rendez-vous, mais alors on a fait un casque, machin, et hop, 1,9 milliard. Et après, on se casse aux Bahamas. Alors, le problème avec Magic Leap, c'est que tu as l'impression que l'équipe, c'est 14 mecs au marketing, 8 mecs au design et un ingé. Ouais, alors 14 mecs au marketing, je suis pas sûr. Hein. Leur live Twitch d'hier était une catastrophe. C'était une catastrophe. J'ai un prototype d'oscilloscope en réalité augmentée. Bravo Minotaur, pas mal. Enfin bref, sincèrement, c'est... Voilà. Moi je sais pas quoi penser de Magic Leap. J'ai envie que ce produit existe. Vraiment. J'ai envie que ce produit existe et mais je suis pas prêt à mettre un centime dedans parce que j'ai très peur que ça soit vraiment du flan quoi. Ça a l'air d'être ça. Salut Bip de Bip. Ça a l'air d'être vraiment du flan ce produit. Et pourtant comme ça il est quand même assez sexe hein, tu vois, pour un casque tu vois à travers, enfin ça le fait. Honnêtement ça le fait. Du moment qu'il n'est pas associé avec Chris Roberts, ce truc peut sortir. Oh putain, Minotaur. Ça ressemble à la même qualité que des Google Glass sortis il y a 4 ou 5 ans. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Parce que les Google Glass étaient déjà bien finis. Et là, sincèrement, le produit fait... Ben, après, il y a du matos. Hein. Regarde le nombre de capteurs sur l'appareil. C'est assez costaud. Hein. Donc, tu peux pas non plus les faire disparaître complètement. C'est comme Flamby, une fois qu'ils auront démoulé le proto, tu verras que c'est une blague. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, en tout cas, voilà. C'était le Magic Leap dont je voulais vous parler à midi. C'est un objet connecté, hein, comme un autre. Mais j'ai vraiment très très peur que ça soit... que ça sorte jamais, quoi. Bon, on enchaîne avec le sujet suivant. Google Assistant qui débarque sur Shield TV. Et ouais, alors il y a quand même quelques petites particularités si vous avez une Shield TV. C'est sur le modèle 2017 dans un premier temps. Donc si vous avez l'ancien modèle, il faut patienter. Mais ça va arriver. La manette et le micro, et son micro en fait, sont toujours sur écoute. Donc en fait, il suffit de dire OK Google pour lancer la reconnaissance directement sur la télévision. Pour ça, il suffit que la manette soit posée par exemple sur la table du salon. Et ça fonctionne. La manette a reçu une mise à jour récemment d'ailleurs permettant de laisser le micro tout le temps ouvert.
Donc voilà, par contre avec la télécommande classique ou l'ancienne manette, il faut quand même appuyer sur le bouton pour lancer l'assistant. Putain c'est bon maintenant, je vais pouvoir acheter une ampoule connectée, dit Prozine. Ah, c'est que la manette 2017 passait le 2015, oui tout à fait. A noter que si vous avez une Shield 2015, vous pouvez acheter la manette 2017, elle est compatible. Et il y a le micro dedans. Il faut dire quoi? J'ai pas bien entendu. Il faut dire OK Google. Juste... Pour le lance Netflix et hop, luminosité 40%. Ah oui, tu veux faire un scénario, machin, bidule. Ok, tu peux. Truc Magic dans le nom, faut se méfier. Si on connu la Magic Mouse, savent, ouais. Google Assistant arrive sur Nexus Player aussi. Ah bah ça, bonne question. Nexus Player, c'est une vaste blague. Donc, vous pouvez acheter donc la manette 2017 pour l'utiliser sur la 2015 si vous voulez le mode main libre toujours activé et tout ça. Donc le micro est situé normalement au niveau du bouton en haut là de la manette. Ouais, c'est 1 m, 1 m 50 ils disent. Je sais pas trop. Autant vous dire, je l'ai pas essayé puisque moi j'ai des Google Home Mini. Ça peut pas vraiment remplacer un mini. Ben ça dépend. Si tu es sur la télé, à côté de la prise de recharge, ouais c'est ça. Vivement que ça arrive sur la box domotique Ninja. Ah ouais, Prozine, m'en parle pas de celle-là. J'ai fini par la balancer, tiens. La télécommande ne fait pas always on. Non, la télécommande ne le fait pas, parce que je pense que c'est une question de taille de batterie. Donc du coup, la télécommande ne vous permet pas de faire du always on et donc de dire le OK Google sans appuyer sur le bouton. Voilà. Et c'est que la manette 2017 qui le laisse en mode écoute permanente. Bon, après, on retrouve exactement la même chose. Moi, j'aime pas le réglage de volume sur la télécommande chelou, Cédric. Ouais, oui, je sais. Parce que c'est une partie tactile slide qui est un peu chiante à utiliser. Donc ça, je peux tout à fait comprendre ta réticence à utiliser cette... voilà, là en fait il y a une zone sur le milieu de la télécommande qui est tactile. Et bon, c'est pas ultra réactif parce que ça fonctionne en infrarouge. Donc voilà, forcément chiante mais qui se désactive. Ouais, tout à fait. Il y a tout un tas de paramètres qui permettent de faire ça. Bon, on va parler maintenant des dérives des objets connectés. Strava avait fait l'objet d'une polémique, puisqu'il dévoilait les bases américaines, machin et tout ça. Enfin, c'était chiant. Et là, en fait, maintenant, c'est au tour de Polar de faire la même chose. Donc Polar, en plus, qui est connu pour vendre des montres très très chères, avec des capteurs incroyables et tout ça. Ils avaient aussi une hotmap, ce qui permet de voir un petit peu en temps réel ce qui se passe et tout ça. Je vous montre vite fait un peu à quoi ça ressemble, les cartes. Hein, voilà, donc là on en a une. C'est des lieux que vous connaissez peut-être. Celui-ci est assez connu. C'est à Londres. Et c'est le bâtiment du MI6. Voilà. Celui-ci aussi est assez connu pour les Parisiens. C'est la DGSE. Voilà. Donc, bon, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Alors ça aussi, c'est connu pour ceux qui ont des amis qui se sont fait arrêter après le 11 septembre. C'est Guantanamo. Voilà, et là, on a une base en Iran, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a quelques journalistes qui ont réussi à récupérer les données assez facilement. Données accessibles à tout le monde, hein, donc vous et moi. Ils ont regardé un peu les zones sensibles et tout ça, donc ils ont réussi à repérer donc 200 zones sensibles, donc le siège du MI6, la NSA, tout ça machin. Ils ont réussi à identifier 6460 utilisateurs de l'application Polar qui bossent soit à la DGSE, soit au GRU à Moscou, le GCHK chez Tellman, mais aussi à la NSA, la Maison Blanche, le MI6 ou même le camp militaire de Guantanamo. Putain, ils ont pris tout le monde, tout le modèle économique d'Apple et eux font payer cher, mais refilent tes données. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, non seulement il était possible de savoir où l'utilisateur avait fait de l'exercice, mais ça c'est un peu classique. Mais en plus, on pouvait facilement savoir où est-ce qu'il vivait. S'il commençait ou arrêtait le suivi de l'application quand il quittait sa maison par exemple. Donc en gros, on trouvait une course. Ensuite, on pouvait retrouver son historique de course et donc savoir où est-ce qu'il habite.
C'est un peu, c'est un peu chiant. Je trouvais pas autant de zones sensibles sur ma femme. J'appelle tout ça. Voilà, Prozine. Voilà, voilà. En fait, là, c'est assez grave pour une raison simple, c'est que ben, on peut obtenir facilement l'identité de militaires, d'espions, de techniciens bossant à la NSA ou au MI6 et tout ça. Et pourquoi pas, comme on voit souvent dans des films et pas que, menacer leur famille. Par exemple, bah voilà, si vous nous livrez pas tel ou tel secret, si vous n'allez pas chercher telle ou telle info, on bute votre famille, quoi. Ou même se faire enlever, torturer pour obtenir des infos, puis après on les bute. Donc c'est un peu dommage. Il y a des gens comme ça qui bossent sur des projets sensibles, par exemple le laser mégajoule ici, ou même sur du nucléaire, et qui ne peuvent pas avoir d'activité dite publique. Et donc partager sa cause pouvait sembler être complètement anodin, mais en fait pas tant que ça. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait, il suffisait de changer juste un tout petit truc dans l'URL. Et comme ça, on arrivait à obtenir facilement leur nom, leurs adresses, toutes les courses, tout l'historique et tout ça. Donc voilà, il y a la DGSE, la NSA, le MI6 et tout ça qui sont concernés, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les employés de stockage nucléaire, de silos de missiles et de prisons qui ont été repérés facilement. Voilà, évidemment des employés qui bossent dans des bases militaires. Suite à ça, Polar a fait ses excuses sur le site, a retiré carrément le site. La carte d'activité a complètement disparu. Ça craint pour les espions Polar. Les ligueurs, toi on sait, du bureau au frigo. Ouais, c'est ça. Donc voilà, en fait le truc c'est que surtout n'importe qui, c'est vrai, si les terroristes veulent tuer des espions, ils peuvent, mais complètement. Ou cibler des militaires ou leur famille, ils le peuvent. Et facilement du coup. Parce que là, c'était vraiment accessible à n'importe qui. Sachant qu'en plus, on pouvait remonter dans l'historique jusqu'à 4 ans en arrière. Donc c'est facile après de croiser les données et de dire, bah voilà, il a été en mission à tel endroit, il a fait tel truc, il a été en Iran par exemple, ou je sais pas, il a été sur un front, si c'est un militaire, il a été sur un front combattre l'État islamique dans telle ou telle base du monde. Et donc du coup, en plus, on peut vraiment s'en prendre à lui parce qu'il a parce qu'il a participé à certains trucs, quoi. Ce qui est assez dingue, quoi, c'est que voilà, on pouvait avoir les adresses et l'identité complète d'agents espions ou militaires directement comme ça, quoi. Mauvaise langue Minotaur, je fais du tapis de course. Neiliger, il court sur de la verticalité, trop d'états chez lui. Ah oui. Aller au front, c'est bite, ça non. Alors, Bellingcat a identifié diplomate étranger qui espionnait les bases américaines aux US. Oui, aussi. Non, mais honnêtement, ça fait se poser de vraies questions. Si vous bossez sur des sujets sensibles et autres. D'ailleurs, je comprends pas depuis les révélations Strava à l'époque, il n'y ait pas eu de choses de fait, par exemple, en disant aux militaires, vous n'utilisez pas ces applications de tracking qui partagent les données publiquement, quoi. Et c'est vrai que par défaut, le truc est public. Et même sur Strava, d'ailleurs, c'est public, hein, on peut voir les courses de tout le monde. En gros, il fallait que ça soit privé par défaut et qu'on choisisse de partager. Comme par exemple Runtastic, je crois qu'on a le choix de partager, je sais plus, il me semblait. Après, il n'y a pas la hotmap qui regroupe toutes les données et qui sont ouf, quoi. Ah, mais complètement, en interne, ils devraient pouvoir dire non, quoi. Ouais, les gars veulent un suivi quand même, et ben Apple Watch. Apple Watch, par défaut, elle partage pas ça, et t'as quand même le tracking et le suivi, quoi. Et non, c'est pas privé par défaut. Ouais, Runtastic, tu as le choix, je crois, mais après, ça se pirate. Ouais, possible. Mais là, c'est même pas un piratage, c'est vraiment le truc par défaut. Partage la course, quoi. Là, je vais aller voir Strava. Moi, le truc est public. Et pire que ça, il y a carrément des classements. Par exemple, il y a une ligne droite là où on va courir. Et et tu vois parfaitement comment ça s'appelle, le parcours. Et surtout, tu as le classement. Ça te dit, ben voilà, sur cette ligne droite,
vous avez été plus performant, machin, et tu as la possibilité de voir un petit peu comment les autres ont couru, mais des gens que tu ne connais pas, quoi. Ils pouvaient bidouiller l'API de Polar pour remonter les coordonnées. Oui, complètement. La hotmap est publique, c'est chaud quand même. Oui, c'est chaud. Alors, le parcours public, ça permet de te surveiller. Ouais. Mais voilà, sincèrement, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Enfin, à part le fait que peut-être qu'effectivement, il faudrait interdire aux militaires d'utiliser ça si les données sont si sensibles que ça. Il n'y a pas d'autre solution pour moi. Ou alors, après, oui, le fait de laisser les données par défaut en privé, ça peut déjà être une bonne chose que de partager automatiquement. Bizarrement, j'ai une mise à jour Strava dispo sur Android. Ah, on en parle et tu as une mise à jour, voyons voir. Après Strava, l'affaire remonte à un petit moment, hein. On avait parlé dans Bit. Ah oui, effectivement, moi aussi j'en ai. Il n'y a pas plus d'infos, mais bon. Moi aussi j'ai la mise à jour. Alors ça me surprend d'ailleurs que les militaires emportent leur smartphone dans les zones de guerre. Il y a déjà une faille exploitée comme ça. Ah oui, oui. Ouais, complètement. Oui, laisser les données en local, ça peut être une solution. Mais après, je peux comprendre aussi que, tu vois, tous ces outils-là ont un aspect social qui est sympa, qui est si tu cours avec des gens, tu peux comparer ta performance avec les autres et ce genre de trucs. Là, tout à l'heure, j'ai testé un truc dans Strava. J'ai pris un gars qui a fait à peu près le même parcours que moi. Et il nous lance en même temps. On voit nos avatars avec nos vitesses et on voit comment est-ce qu'on se déplace. Un coup, il était devant, un coup, j'étais devant, machin et tout ça. Et on voit toute la course comme ça, quoi. C'est assez sympathique d'avoir accès à ce genre d'infos. Donc bon, je sais pas. Si la NSA a accès aux données Apple Watch comme Prism, oui, les US savent tout du monde entier, c'est clair. Ghost Mode comme Mario Kart. C'est exactement ça, Nico Bobby. Mais bon, sincèrement, ça fait un peu flipper. Mais en même temps, c'est le fonctionnement de ces apps-là, donc pas trop le choix que finalement de subir tout ça, quoi. Que de subir tout ça, donc soit on l'utilise pas, soit... Non, d'ailleurs, cela va créer des vrais problèmes à un moment donné. Oui. Oui, pour le fait que Apple coopère pas, c'est ça? Ouais, ils pourront peut-être se retrouver un jour, pourquoi pas, interdits de distribuer leurs produits. Bon, eh bien écoutez, on a fait le tour des news. Comme je vous ai dit, à 13h, j'ai un truc important, donc dans 5 minutes. Voilà, c'était un Things un peu plus court que d'habitude. On se retrouvera de toute façon normalement la semaine prochaine. J'aurai beaucoup plus de choses dans mon escarcelle. Sur ce, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Cédric Bonnet. Voilà, c'est pas compliqué. @Cédric Bonnet. Sinon, vous avez aussi le compte Twitter de Studio Renegade, @Studio Renegade, @STD Renegade. C'est la même chose sur Instagram et aussi sur Facebook. Vous enlevez le E à la fin. Ouais, dimanche matin aussi, on est là. Mais je suis là demain soir, moi, dans What the Fox aussi. On a pas mal de news aussi d'ailleurs. Tipeee.com/STD Renegade pour nous soutenir financièrement si vous le souhaitez. Voilà, si vous n'êtes pas sub ou autre et vous voulez nous soutenir différemment, ça nous aide à payer le loyer. Hein. Ni plus ni moins. Et pour en savoir plus, @Studio Renegade avec toutes les infos, tout ça, machin, qui vont bien, l'agenda et tout ça. Et puis voilà, je vais vous laisser la boucle. Moi je restream ce soir à 19h du Deep Rock Galactique. Donc pareil, soyez là. Tiens, est-ce que j'ai... Tiens, est-ce que ça marche ça? Non, c'est pas ce que je voulais faire. Agenda, voilà, comme ça je l'ai là.
Donc vous avez la rediff de Beats normalement à 14h, si je suis rentré à temps pour le lancer. Deep Rock Galactic à 19 donc, et à 21h vous avez Inc avec Timo. Voilà, on fait 2 heures de Deep Rock avec Shag, Valguard normalement, et Kirindal ou Skalen, on verra qui est là. Kirin s'était manifesté avant, donc s'il est dispo on prend Kirin, s'il est pas, Skalen tu seras son remplaçant. Voilà. Un Deep Rock Galactique, j'avais pas vu. Bah ouais, tout à fait. Et oui, demain, toi, tu fais du Tropico, Nelliger. Ça va être rigolo. Allez, sur ce, donc, moi, je vous laisse et je vous dis à ce soir, 19h. Des bisous à vous, portez-vous bien d'ici là.